podcast du Musée des Augustins. Histoire des arts, objectif bac. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et bienvenue pour ce podcast du Musée des Augustins. Nous sommes Marthe et Isabelle, les conférencières du musée, et on vous propose aujourd'hui un podcast en 2 épisodes sur le thème Du voyage des artistes en Italie du XVIIe au XIXe siècle. exactement. Et on va vous raconter cette histoire à la lumière des œuvres qui se trouvent au musée de Toulouse, évidemment, et nous ne nous appuierons que sur les artistes qui sont présents au musée. C'est parti. Allons-y. Alors, ce voyage constitue une étape essentielle pour la formation des artistes européens, et cela dès le XVIe siècle. Les jeunes artistes rêvent de voir le patrimoine italien, et c'est une rencontre avec une civilisation, avec son histoire. Et leurs motivations, leurs attentes et la durée du voyage en Italie diffèrent selon les artistes et va évoluer au cours des 3 siècles. Et oui, tout à fait. Et on a envie de se demander pourquoi l'Italie, finalement. Donc, quand on remonte un petit peu le temps, on s'aperçoit que c'est une destination de prédilection dès le Moyen-Âge, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges universitaires entre la France et l'Italie, mais évidemment pour des familles nobles. Et à l'époque de la Renaissance, c'est une émulation artistique réelle que l'Italie. Il y a une circulation des hommes, des idées, mais il y a également une circulation donc des gravures, les gravures qui sont issues des chefs-d'œuvre, et elles vont circuler et donc faire découvrir aux artistes l'art antique et l'art de la Renaissance italienne. Oui, ça c'est important, oui. Et puis ça continue au XVIIe siècle, en réaction contre la religion protestante, l'Église passe beaucoup de commandes, parce que justement l'Église se sert de l'art comme une propagande, donc en fait l'Église devient un mécène très important, et le marché de l'art est en pleine expansion à ce moment-là. Et à la fin du XVIIIe siècle, il y a la fameuse découverte de Pompéi qui va booster le voyage. Au nom de la connaissance, le voyage en Italie s'impose et ça devient l'aventure de leur vie pour tant d'artistes voyageurs, pourrait-on oui. dire. Et après, et on va le voir un petit peu plus tard, on s'aperçoit que le voyage va vraiment s'institutionnaliser grâce à la création du Prix de Rome qui va permettre aux artistes de séjourner en Italie. Et enfin, il y a une pratique touristique qui va se développer pour toute la jeunesse issue d'un milieu favorisé, c'est ce qu'on appelle le grand tour. Avant de fonder donc une famille, de démarrer une carrière, eh bien les jeunes gens d'une élite, ce ne sont pas que des artistes, vont faire ce grand tour, ce voyage de formation à travers toute l'Europe, et c'est un passage obligé. Oui, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs enjeux pour un artiste quand il fait ce voyage. Déjà, il y a un enjeu pédagogique, un enjeu de formation, selon 2 objectifs précis. D'abord, enrichir son inspiration d'après l'art antique, qui est incontournable, mais en même temps se confronter aux maîtres de la Renaissance italienne. Et il y a aussi un enjeu de carrière. Donc il y a ce dynamisme du mécénat, ces nombreux commanditaires qui existent en Italie. Rome est le siège de la chrétienté. Il y a le Vatican. Et oui. Les artistes rêvent de travailler pour les plus puissants et pourquoi pas pour les papes. Ça, c'est pas rien, ça. C'est vrai. Et puis, il y a le dernier enjeu qui est celui quand même de la découverte personnelle. On va voir aussi que le voyage en Italie est une véritable introspection et même parfois un lieu de refuge. Alors on va commencer en se demandant comment les artistes se rendent en Italie, dans quel cadre ils font ce voyage, quelles sont les raisons qui évoluent au fil des siècles et des modes. Oui, et dans une deuxième partie, on essaiera vraiment de comprendre comment les artistes ont été marqués par ce voyage, à quoi ça se voit dans leur travail, dans leurs œuvres, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme influence en Italie. Voilà, et bien c'est parti. Allons-y. Alors, comment les artistes voyagent en Italie ? De nombreux récits du XVIIe et du XVIIIe siècle relatent les voyages des artistes. Certains artistes se rendent en Italie seuls, par leurs propres moyens. Ils se débrouillent en sorte. Et d'autres font le voyage grâce à des structures très officielles. Et c'est ce que permet justement le Prix de Rome. Il institutionnalise le séjour en Italie. Oui, alors le Prix de Rome, c'est vraiment un concours sans précédent. Il est créé en 1663, organisé par l'Académie royale de sculpture et de peinture. Et en fait, c'est un concours très prestigieux qui vise à récompenser les artistes français. Et il existe pendant très longtemps parce que donc il est créé sous Louis XIV et il va durer jusqu'à Malraux, parce qu'il est supprimé en 1968. Donc ça, c'est quand même très important. Et en fait, quelques années
après la création de ce prix, il va y avoir la création d'une Académie de France à Rome. Et en fait, cette académie accueille les artistes et donc elle facilite vraiment le séjour des artistes français en Italie. Et sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution française, la pension et le séjour à Rome sont déterminés par la faveur royale. Le roi seul accorde ce privilège. Donc c'est un peu pipé, c'est pas parce qu'on gagne le concours qu'on y va en fait. C'est vrai. Ouais. Bon. Alors c'est un séjour qui s'organise entre 2 et 4 ans, mais il y a des conditions. Les artistes sont logés et nourris gratuitement, ils perçoivent une allocation qui couvre leurs frais, mais ils doivent en échange envoyer des œuvres, leurs grandes productions, et en fait c'est comme ça qu'ils vont enrichir les collections françaises, les collections de l'État, parce qu'ils vont envoyer régulièrement leur travail. Et après la Révolution, Napoléon place l'Académie de France à la Villa Médicis. Ouais. Et les Qu'on connaît lauréats, aujourd'hui, hein. voilà, les lauréats y séjournent automatiquement, systématiquement. Le roi n'existe plus, donc il n'a plus son mot à dire, hein, il ne peut plus s'opposer. Tout à fait. Et il faut signaler que rares étaient les élus, quelques lauréats seulement chaque année, pour 3 disciplines, peinture, sculpture et architecture, et ensuite arrivera la musique au XIXe siècle. Oui, tout à fait. Alors, on va vous en présenter quelques artistes qui sont présents au musée et qui ont remporté ce prix de Rome. On commence notamment avec un peintre de la région, Ingres, un peintre du 19e siècle qui naît à Montauban et il remporte le prix de Rome en 1801. Alors, il va passer 18 ans comme pensionnaire à la Villa Médicis. Il a une véritable reconnaissance officielle quand il rentre en France, mais il repart après en Italie pour 7 ans de plus et devient carrément le directeur de la Villa Médicis. Donc au total, il passe 25 ans de sa vie en Italie. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on connaît de Ingres, c'est par exemple la grande odalisque, les bains turcs. Donc, c'est ce visage tout à fait orientaliste du peintre. Mais il s'est rendu à Rome et à Florence, il s'est enrichi, il a été fasciné par Raphaël, par la Renaissance, par l'archéologie, par l'Antiquité, et c'est ce qui va développer son côté néoclassique. Et tout à fait. Et en fait, au musée, nous avons un tableau qui est un véritable sujet d'histoire romaine, un tableau qui s'intitule Tout Marcellus Eris. Et en fait, c'est l'histoire qui raconte le moment où un poète romain, qui s'appelait Virgile, lit un morceau de son texte devant des personnages, dont l'empereur Auguste, qui est le premier empereur de Rome. Donc on a des personnages historiques très importants ici. Et en fait, c'est l'histoire de la mort de celui qui aurait dû remplacer Auguste à la tête de l'Empire. Mais ce qui nous intéresse en fait dans ce tableau, c'est la composition qui est ultra classique. Tout est dans l'ordre et dans la mesure. Les personnages sont en frise, c'est-à-dire qu'ils s'alignent vraiment les uns à côté des autres au premier plan. Les silhouettes sont parfaitement idéalisées et elles répondent de ce fait à des canons très classiques. Des personnages élancés, des têtes réduites, des profils grecs, c'est-à-dire quand le nez est dans la continuité du front. Et même le mobilier et les vêtements sont romains, il y a des drapés, des toges, des décorations géométriques. Voilà, tout est là pour rappeler l'Antiquité et c'est ça qui est très néoclassique et c'est ça qui l'a inspiré en tout cas. Tout à fait. Alors, un autre peintre à avoir gagné donc ce prix de Rome, c'est donc le peintre Louis-Joseph Le Lorrain. Et lui, en fait, eh bien, on se souvient de lui pour le courant baroque, pour la théâtralité, l'emphase et l'exubérance de sa peinture. On est au XVIIIe siècle et lui, il a été prix de Rome en 1739. Donc au musée, nous avons l'étude, c'est-à-dire ce qu'on appelle le modello, d'une peinture qui était destinée à être placée au plafond d'un palais. Donc c'est une version préparatoire, mais dans laquelle s'expriment déjà bien, tous les trompe-l'œil que l'on peut imaginer. Il s'agit de l'apothéose d'Hercule. Donc il faut savoir qu'à Rome, il y a beaucoup de plafonds en trompe-l'œil, notamment dans les églises. Oui, et c'est le cas en fait du tableau qu'on a au musée, où il s'agit de l'apothéose d'Hercule. Et ce qui est impressionnant, c'est d'avoir cette impression de ciel infini au centre, alors que le tableau et le plafond est plat, mais on a vraiment cette sensation d'être aspiré vers un ciel qui s'ouvre jusqu'à l'infini. Et c'est un véritable jeu illusionniste. Et tout paraît faux en fait. Enfin, tout paraît vrai et tout est faux dans ce tableau. Parce que l'architecture, elle est vraiment fantaisiste. Et d'ailleurs, il fait beaucoup de ça dans ses tableaux. Il réalise beaucoup, il invente beaucoup d'architecture. Et en fait, on ne sait pas vraiment où commence la peinture et où s'arrête l'architecture. Il y a des fausses voûtes, un faux cadre, une fausse bordure, du faux marbre. Bref, c'est un trompe-l'œil étourdissant. Et ça, c'est caractéristique du baroque, c'est-à-dire la théâtralité et la démesure, comme tu l'as dit. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même un sujet dans ce tableau. Oui, il y a une histoire, oui. Hercule, après ses 12 travaux, est enfin accepté sur le mont Olympe. Il a fait ses preuves et il mérite d'accéder au statut de Dieu. Alors il est représenté ici selon une toute petite échelle. Il est sur une mer de nuages, debout sur un char qui est
tiré par des lions qui le hissent vers son ultime destinée. Le sujet est tout à fait mythologique et il est prétexte à ce jeu sur la profondeur. Donc Louis-Joseph Le Lorrain, en se déplaçant à Rome, parce qu'il est pris de Rome, découvre une manière de peindre vraiment, comme je le disais, dans l'exubérance. C'est une tendance très italienne qui n'était pas du tout le goût français à l'époque, puisque le goût français, c'était le goût classique. Tout à fait. Alors, le prix de Rome continue, même au 19e siècle, et nous avons un artiste qui s'appelle Antonin Mercier qui le remporte en 1868. Et en fait, lui, il voyage et séjourne en Italie, et c'est un rêve pour lui parce qu'il va découvrir les œuvres d'artistes qu'il admirait tant, Donatello et Michel-Ange. C'était vraiment ses idoles. Et donc là, il va pouvoir, grâce à ce prix de Rome, voyager en Italie et voir un petit peu tout ce travail et s'en inspirer. Et de retour en France, il va même aller jusqu'à intégrer un groupe qui s'intitule le groupe des Toulousains, mais qui se retrouve à Paris. Donc il y a quand même une volonté de revendiquer ses origines méridionales. Mais il s'appelle aussi le groupe des Florentins, parce qu'il revendique aussi un goût prononcé pour la Renaissance. Et donc il y a vraiment cette volonté de revenir en fait à l'art de l'Antiquité, alors qu'on a parlé du baroque tout à l'heure qui était dans la démesure. Là, finalement, on a un peu envie de revenir à quelque chose de très contrôlé, voilà, très ordonné. Alors, dans cet esprit, justement, il y a une sculpture au musée en bronze qui représente David et Goliath. Alors, c'est une histoire de l'Ancien Testament. David, c'est un jeune berger, nous sommes en Israël, et il deviendra plus tard carrément le roi d'Israël grâce à un exploit, parce qu'il va réussir à tuer le géant Goliath, qui est un membre en fait des Philistins, c'est ce peuple guerrier et ennemi juré d'Israël. Et il arrive à tuer ce géant alors qu'il est très jeune, un adolescent, parce qu'il va utiliser une fronde. Et donc finalement, on utilise beaucoup cette histoire comme une forme de métaphore où on se dit que c'est le plus fort qui n'est pas toujours celui qu'on croit, parce que finalement, David a réussi à prouver sa valeur autrement que par la force, mais grâce à son intelligence et à son courage. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Mais en fait, David, alors comment il se présente? Eh bien, on le voit dans un geste ample qui replace l'épée dans son fourreau, un pied posé sur la tête du géant qu'il vient de tuer. Et la référence à l'antique, quelle est-elle? Eh bien, c'est cette étude de l'anatomie de son corps adolescent avec des proportions parfaitement harmonieuses, tel un éphèbe grec. Et il y a également ce contrapposto, le fait que, en étant debout, il a une jambe raide et l'autre légèrement fléchie, donc ce qui crée ce déhanché qui est très antique. Alors c'est vrai que cette œuvre a eu un succès extraordinaire et on lui connaît de nombreuses versions, et c'est une œuvre qui se trouve également au musée d'Orsay à Paris. Oui, tout à fait. Bon, alors ça, c'est pour ceux qui pouvaient gagner le prix de Rome et aller en Italie en obtenant cette bourse et tous ces privilèges. Mais tout le monde, en fait, n'a pas la même opportunité. Et de séjourner en Italie, grâce à ça, il y a d'autres manières, et notamment le Grand Tour. Voilà, alors le Grand Tour, c'est vraiment une institution, c'est quelque chose qui va avoir lieu à travers toute l'Europe. Donc au XVIIe siècle, le voyage en Italie devient un aboutissement magistral. Le Grand Tour s'organise sur des itinéraires qui favorisent les rencontres entre intellectuels, aristocrates, financiers, diplomates et artistes. Mais voilà, l'idée c'est qu'il n'y a pas que des artistes qui fassent ce grand tour. Donc c'est une jeunesse dorée, une jeunesse cultivée qui va donc pratiquer ce voyage, qui va parfaire son éducation. Et on a donc Rome, Florence, Venise pour les pôles qui sont les plus importants. Et à partir, disons, de la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est le sud de l'Italie avec bien sûr Naples et Pompéi qui donc vont avoir beaucoup de succès. Donc, un voyage de formation. Oui, un petit peu comme un genre d'Erasmus, finalement. Un petit peu. Ouais. Finalement, on voyage Cultivé quand quand on même. est jeune pour se former, Voilà. même si c'est évidemment réservé à une jeunesse de l'aristocratie quand même. Oui. Alors, beaucoup d'artistes donc font ce grand tour et pas que des Français. Nous avons un artiste au musée qui est hollandais, un peintre du XVIIe siècle qui s'appelle Van Vittel. Et donc lui, il va faire ce grand tour, voyage à travers l'Europe, termine en Italie. Il voyage vraiment partout et il va même s'installer à Rome définitivement. Donc il décide de vivre là-bas et il va aller jusqu'à italianiser son nom. Carrément, il va se faire appeler Van Vitelli. Alors, Voilà. Et il appartient à un courant qu'on appelle le védoutisme. En fait, veduta, ça veut dire vue en italien. Et donc, le védoutisme, c'est vraiment un genre à part entière en histoire de l'art qui se développe beaucoup en Italie. Et en fait, c'est l'idée de présenter des paysages avec une vérité, des paysages urbains avec une vérité topographique très exacte. En fait, topos, ça veut dire le lieu en grec. Donc, l'idée pour le peintre, c'est de rendre véritablement la réalité d'un lieu, une vue de ville
comme elle est. Et c'est une pratique très influencée par les peintres du Nord, parce que les peintres du Nord, ils ont ce goût pour le paysage, la précision, l'exactitude, le détail. Donc en fait, ils vont apporter leur style et leur savoir-faire pour le mettre au service des paysages italiens. Mm. Alors, ce qu'on voit dans le tableau, c'est la place Saint-Pierre, donc à Rome, et on constate donc cette observation, cette transcription très fidèle du réel. Au premier plan, vous avez le petit peuple qui s'active devant l'immense place Saint-Pierre à la perspective majestueuse. Et en arrière-plan, il y a cette façade de la basilique très noble, très à l'antique aussi, avec un jeu de colonnades. Donc il y a la volonté de la part du peintre de raconter les gens, leur vie, sur des lieux fidèlement donc observés. Il y a ce souci donc de vérité, de rationalité. On voit les charrettes, les gens qui débarquent leurs marchandises, qui s'attendent, qui discutent, qui fument. Donc, et cette vérité-là donc est d'autant plus permise que le peintre peut utiliser un instrument très précieux qu'on appelle à l'époque la camera oscura. C'est une boîte qui est percée d'un trou pour que la lumière y pénètre, et c'est un petit peu l'ancêtre de l'appareil photographique. Oui, c'est vraiment grâce à ça qu'ils peuvent faire toute leur vue de ville. Ouais. Exactement. Et alors, en fait, on s'aperçoit que les védoutistes travaillent beaucoup pour des riches étrangers, surtout des Anglais, qui vont faire ce grand tour. Et quand ces touristes ou ces premiers touristes voyagent, eh bien, ils découvrent une ville comme Venise, une ville sur l'eau, c'est extraordinaire, et ils veulent évidemment ramener un souvenir de ces vues. Et donc, ils vont chercher des peintres qui vont pouvoir produire des petits formats avec une représentation de cette ville très juste. C'est un peu finalement l'ancêtre de la carte postale. Quand on n'a pas la photographie, eh bien, on commande aux artistes des petits formats à emporter. Voilà. Et Van Vitelli fréquente beaucoup d'ateliers de gravure et il participe à l'illustration des premiers guides de voyage. Donc, c'est vraiment son créneau, en fait. C'est vrai. Alors, il y a un autre peintre du Nord, Rubens, ce peintre des Flandres, cet immense artiste qui est présent au musée des Augustins aussi, qui est adepte du Grand Tour. Il a traversé de nombreuses villes parce qu'il a passé en fait au total 8 ans en Italie. Donc, il a beaucoup copié les artistes qu'il aimait et il a été très inspiré par Titien à Venise, par la force du rouge de Titien. Et lui aussi, en fait, il a un petit peu modifié son nom, puisqu'il signait sur ses tableaux Pietro Paolo Rubens. Et voilà, toujours plus. Alors, notre dernier artiste qui a fait le grand tour qu'on va vous présenter, c'est Rodin. Alors, c'est ce grand sculpteur du 19e siècle. C'est vraiment le père de la sculpture moderne. Et bien, lui, à l'âge de 35 ans, il va aussi faire son grand tour pour voir les œuvres de Donatello et de Michel-Ange. Un peu comme Antonin Mercier, ce sont aussi ses idoles et il a envie de découvrir leur travail. Et ça, c'est à partir de là, en fait, que sa carrière va vraiment décoller. Et justement, on retrouve beaucoup l'inspiration du Michel-Ange dans son travail, avec son goût pour les corps en tension, cette esthétique de l'inachèvement, ce qu'on appelle le non finito, tout ce qui donne l'illusion de la vie. Vraiment. Et c'est cette vibration, cette palpitation que l'on retrouve dans un bronze que nous avons au musée des Augustins, qui représente le buste d'un peintre qui était son ami. Et en fait, dans ce buste, tout semble s'extraire de la matière, parce que à la base du buste, on voit les traces de doigts du sculpteur. L'aspect n'est pas du tout lissé. On a vraiment l'impression, que cette sculpture vraiment émerge du bronze, un petit peu comme on le voit avec les esclaves mourants de Michel-Ange qui semblent complètement s'extraire de la pierre. Alors on peut se poser une question. Rodin, sans ce voyage en Italie, serait-il devenu l'artiste extraordinaire que l'on connaît? Oui, c'est une bonne question quand on voit toutes ces influences. Oui, tout à fait. Il a vraiment cette idée de vouloir libérer la vie de la matière. Et en plus, comme c'est un bronze que nous avons au musée, il y a aussi ce jeu de reflets de lumière qui donne beaucoup de vie à ce buste. Et avec ce buste qui représente donc Jean-Paul Laurens, l'ami de Rodin, on a la restitution véritablement du réalisme de la vieillesse, une peau fine, des clavicules apparentes. Il est terriblement vivant par des paupières qui palpitent, des tempes saillantes, des narines dilatées, une bouche ouverte, une moustache retroussée, une épaule en avant. Oui, il y a vraiment du mouvement et de la vie. Alors, pour terminer cette première partie, on voulait aussi vous dire qu'il y avait une autre raison pour certains artistes de faire ce voyage. Parfois, ils n'ont pas le choix, ils doivent fuir. Et donc là, l'Italie devient en fait une terre d'exil ou un lieu de refuge. Alors, c'est le cas en fait de cette artiste, Élisabeth Louise Vigée-Lebrun. Au moment de la Révolution française, en 1789, il y a donc
une émigration des artistes, puisqu'ils doivent quitter la France et les troubles politiques qui y règnent. Et cette femme peintre donc, est la première à vivre de son pinceau. Elle a peint surtout des aristocrates, elle a fait des portraits, donc avant la Révolution française. Elle était très proche de la reine Marie-Antoinette, donc de la monarchie, et elle a donc de bonnes raisons de fuir la France, puisqu'elle n'a plus de commandes, ses commanditaires sont décapités ou fuient à l'étranger. Alors, elle va parcourir une fois à l'étranger les capitales et les cours européennes et elle va donc pendant 2 années séjourner en Italie. Elle sera à Naples, mais également à Turin, à Bologne, à Florence. Elle est obligée de gagner sa vie, donc elle peint de nombreux portraits et elle est très sollicitée par la noblesse anglaise qui fait le grand tour. Et il y a également les princes locaux, les princes régnants, et notamment la reine de Naples, qui est la sœur de Marie-Antoinette, qui va donc solliciter Élisabeth Louise Vigée-Lebrun. Oui, en fait, elle travaille toujours pour la cour, mais pas en France, finalement. Oui, c'est ça. Et donc, on a une deuxième artiste aussi un peu moins connue que Élisabeth Louise Vigée-Lebrun. Il s'agit de Félicie de Fauveau, qui est une sculptrice qui est donc présente au musée et qui va devoir quitter la France pour aller en Italie parce que sa famille est d'origine noble. Donc, avant que n'éclate la Révolution, il faut justement se réfugier en Italie. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que là, nous avons 2 personnages féminins et que finalement, c'est dur pour une femme d'aller en Italie parce qu'elles n'ont pas accès au prix de Rome. Le prix de Rome n'est ouvert aux femmes qu'en 1903. Et le Grand Tour, c'est un privilège qui est accordé aux hommes. Donc finalement, quand une femme va en Italie, avec ces 2 exemples, on s'aperçoit que soit elle doit se débrouiller toute seule, soit c'est parce qu'elle n'a pas le choix. C'est une question de survie. Et donc Félicie de Fauveau, pendant son exil en Italie, on s'aperçoit que c'est là qu'elle réalise énormément d'œuvres, notamment des bustes en marbre de Carrare, ce matériau suprême, très utilisé par les artistes, même utilisé par Michel-Ange. C'est vraiment Michel-Ange, oui. Voilà, ce marbre blanc que l'on cherche. Et elle a notamment réalisé avec ce marbre un buste funéraire d'un petit garçon qui est parfaitement d'inspiration Renaissance florentine, parce qu'on retrouve la douceur des traits, mais surtout le buste s'inscrit sur fond de coquilles rainurées, et ça fait référence à l'Antiquité. Exactement. Donc, nous avons donné les raisons du voyage en Italie, nous avons exposé comment donc les artistes s'y sont rendus, on a dit pourquoi, on a dit comment. Et dans une deuxième partie, qui est donc le prochain épisode, nous allons regarder plus en détail les œuvres pour essayer de comprendre justement comment ce voyage a transformé le style de nos peintres. À très bientôt. Oui, retrouvez-nous très vite. Merci de nous avoir écoutés et au revoir. Au revoir.